Vladimir Poutine a peur, mais il ne le montrerait jamais. Bien sûr, il tient beaucoup trop à préserver l'image d'homme fort qui lui a si bien servi en tant que dirigeant de son pays. En coulisses, la paranoïa de Poutine l'a mené à des décisions insensées dépassant la simple préservation de soi. On peut sortir l'homme du KGB apparemment, mais on ne peut pas sortir le KGB de l'homme. Actuellement, Poutine redoute une chose, les drones ukrainiens pouvant atteindre Moscou. Poutine redoute la mort, alors que les drones ukrainiens s'apprêtent à frapper. Il a trouvé une solution très compliquée à ce problème. Selon United 24 Media, le 12 novembre, la solution est de créer plusieurs bureaux en Russie. En soi, cela ne semblerait pas étrange. Les dirigeants du monde entier ont besoin d'accéder à des bureaux dans tout leur pays afin de pouvoir réagir rapidement lorsque des situations se présentent. La différence entre ces salles de crise et les bureaux de Poutine est simple. Les bureaux du dirigeant russe sont presque identiques. Parce que Poutine refuse que quiconque sache où il est réellement à un instant donné. United 24 Media indique que le média d'investigation Systema, avec Radio Free Europe, Radio Liberty et Current Time, a découvert les bureaux identiques de Poutine, pour savoir ce que fait Poutine. Selon Systema, les bureaux de Poutine sont officieusement appelés les salles beiges, et ils sont conçus selon des normes très strictes, afin que le dirigeant russe en ait le contrôle total à tout moment. Le média affirme avoir découvert au moins 3 de ces salles beiges au cours de son enquête. Il précise qu'il y a plusieurs indices pour repérer un des bureaux identiques de Poutine. Poignées, lignes décoratives et dossiers sont autant d'indices. Comme vous allez le découvrir dans un instant lorsque nous expliquerons comment Systema a découvert l'existence des faux bureaux. United 24 Media en ajoute davantage, affirmant que les pièces beiges ont toutes exactement la même disposition, les mêmes murs, les mêmes panneaux et les mêmes meubles. Pour un observateur non averti, ces 3 bureaux paraissent n'en former qu'un, ce sur quoi compte Poutine. Il a créé ces bureaux pour que les images officielles de ces réunions suggèrent qu'ils restent toujours au même endroit. Ce n'est pas le cas. Selon Systema, Poutine peut se trouver à tout moment dans un bureau à Sotchi, Valdaï ou Novo-Ogariovo. Impossible de le savoir en regardant les photos officielles. C'est volontaire. Mais si ces bureaux sont vraiment identiques, jusque dans les détails comme le nombre de crayons sur la table. Mais alors, comment Systema a-t-il découvert leur existence au départ ? Systema a expliqué sa méthode. L'organisation a analysé des centaines de publications sur Poutine et ses proches ces 10 dernières années, dont de nombreuses heures d'images de l'émission télévisée Moscou-Kremlin-Poutine. Avec les séquences et photos réunies, ont suivi d'innombrables heures d'enquête minutieuse. L'organisation d'enquête a analysé les documents et plans officiels, révélant la construction de plusieurs bureaux identiques en Russie. Elle a aussi consulté les registres de voyage des journalistes des médias d'État russes pour savoir où ils étaient et pourquoi, permettant à l'organisation de réunir plus d'éléments. Cet examen approfondi a permis à Système de repérer des incohérences. Le bureau d'origine, dont dérivent les 2 autres, se trouve à Novo-Ogariovo. C'est aussi là que Poutine dit être lorsqu'il autorise la diffusion d'images de lui ou de ses proches dans son soi-disant bureau principal. Le premier indice découvert par Systema sur ces faux remonte à décembre 2020. À cette date, l'animateur du Kremlin à Moscou, Poutine, Pavel Zoroubin, était devant ce qui semblait être Novo-Ogariovo. Il tira la poignée de la porte et déclara « Il est raisonnable de supposer qu'une grande partie de la préparation de la conférence de presse a eu lieu dans cette même pièce. » Peut-être était-il raisonnable de le supposer, mais cette supposition serait erronée. La séquence suivante montre Poutine tirant sur la même poignée présumée. Les 2 séquences, l'originale et celle de Poutine, sont dites provenir de Novo-Ogariovo, le Kremlin insistant pour confirmer la présence de Poutine à cet endroit. La télévision d'État russe cherchait clairement à faire croire que le journaliste et Poutine étaient dans le même bâtiment au même moment et que les images étaient diffusées en direct. Cependant, les poignées de porte mises en avant par l'émission pro-Poutine ont révélé la supercherie. En regardant bien, on voit que Poutine et Zoroubin ouvrent 2 portes différentes, bien qu'elles semblent très similaires. Sur l'une, la poignée est un peu plus haute, sur l'autre, un peu plus basse, selon le reportage de Current Time sur la découverte de Systema. L'un de ces bureaux était une réplique. La poignée de porte du bureau de Poutine à Sotchi est alignée avec les joints des dalles du mur voisin. La poignée du bureau de Novo-Ogariovo étant juste sous cette ligne. Un joint sur le mur derrière Poutine est bien plus bas que celui du bureau d'où Zoroubin fait son reportage. Il y a d'autres indices. Les supports de télévision des 2 bureaux diffèrent, par leurs pieds,
trous de ventilation et bloc-notes. Minuteries actuelles. Tout cela est visible sur les photos partagées par le média. Et tout cela constitue des preuves qui s'accumulent, montrant que Poutine dispose de plusieurs bureaux, qu'il essaie de rendre identiques. Ce genre de différence entre les bureaux se produit régulièrement. Parmi les 700 rapports analysés par Systema, un jour, une rénovation apparaît, puis peu après, un autre rapport présente une rénovation différente, ou un retour à la précédente. La nouvelle rénovation a été achevée. Proc a signalé des bureaux en double en 2020, poussant le Kremlin à démentir officiellement et à qualifier ces allégations d'attaque informationnelle. Une réaction aussi furieuse nous montre que Poutine ne veut absolument pas que les gens sachent qu'il possède des bureaux presque identiques à plusieurs endroits. Ensuite, le troisième bureau se trouve à Valdaï. C'est dans ce bureau que Poutine a tenu des réunions concernant l'incendie de l'hôtel Winter Cherry, en Russie, en mars 2018. Cet incendie a fait au moins 64 morts, dont 41 enfants, en Sibérie, et il est devenu une urgence nationale. Peut-être que la peur de Poutine face à la colère de son peuple pour avoir permis qu'une telle tragédie se produise l'a poussé à éviter son bureau d'origine, et à utiliser à la place le double de Valdaï. Comment savons-nous que ce faux bureau n'était pas celui révélé à Sotchi ? Systema souligne que d'autres différences distinguent Valdaï de ses deux homologues. Premièrement, une scène qui s'étend sur le mur derrière la table principale du bureau est un peu plus haute que celle que l'on voit à Novo-Ogariovo et à Sotchi. Il y a aussi un thermostat au centre du panneau près de la porte à Valdaï. Dans les deux autres bureaux, le thermostat est décalé dans le coin inférieur gauche du panneau. Les couleurs des tables varient dans les trois bureaux. Et le site de Valdaï a une poignée de porte légèrement plus haute, identique à celle de Sotchi. Il y a trop de preuves qui s'accumulent, même si le Kremlin peut le nier. Il est clair que Poutine a des bureaux identiques partout en Russie. Ces trois bureaux identiques sont simplement ceux pour lesquels il existe des preuves. United 24 Médias indique que la passion de Poutine pour la mise en scène dans ses bureaux a débuté en 2014 année de l'annexion de la Crimée par la Russie. Les mensonges ont augmenté durant la pandémie de Covid-19, Poutine voulant faire croire qu'il s'isolait à Novo-Ogariovo. Les images examinées par Systema ont révélé qu'il ne s'y trouvait pas, car il était plus probablement dans les sites de Sotchi ou de Valdaï. Ajoutez la violation de ses propres restrictions Covid-19 à la liste des crimes de Poutine. Les faux bureaux de Poutine sont désormais intégrés à la procédure russe, tant leur importance a grandi pour lui. L'enquête révèle que le Kremlin utilise désormais de façon institutionnalisée des bureaux clonés et de fausses localisations, selon United 24. Selon Systema, ce système organise maintenant la logistique de l'État et le protocole pour assurer la sécurité et le confort psychologique du dirigeant russe. Poutine alterne souvent entre ces trois bureaux quasi identiques depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. La mention de son confort psychologique l'explique. Nous y reviendrons. Si le rapport de Systema ne suffit pas à vous convaincre que Poutine non seulement possède des bureaux en double, mais qu'il ment constamment sur l'endroit où il se trouve à un moment donné, alors un rapport de Pamphletti apporte plus de preuves. Le 13 septembre, il a révélé qu'il s'était entretenu avec un homme nommé Gleb Karakulov. Ancien haut fonctionnaire du Kremlin, ayant fait partie du service de sécurité personnelle d'élite de Poutine, Karakulov, âgé de 35 ans, avait fait défection lorsque Poutine a envahi l'Ukraine. Vu sa fonction, il serait resté constamment avec Poutine durant son service, ce qui lui aurait donné toutes les informations nécessaires sur le mode de fonctionnement paranoïaque du dirigeant russe. Karakulov a confirmé l'existence des bureaux identiques de Poutine, affirmant qu'ils font partie d'un réseau de systèmes de sécurité conçus pour empêcher l'assassinat de Poutine. Il a aussi dévoilé des détails ignorés ou jugés non pertinents par le rapport Systema, comme le fait que Poutine garde tous ses bureaux en double aussi peu meublés que possible afin de minimiser le risque d'être découvert. Chaque bureau dispose également de 10 crayons parfaitement taillés, placés à côté d'un écran d'ordinateur et d'un clavier. De plus, chacun a 3 téléphones blancs à gauche sur le bureau de Poutine et un microphone pour ses conversations. Fait révélateur, aucun des 3 bureaux n'a de fenêtre. Une vue sur l'extérieur prouverait que Poutine n'est pas dans le bureau qu'il dit occuper. Il y a eu des moments où je savais qu'il était à Sotchi. La télévision et les informations le montraient en train de diriger une réunion à Novo-Ogariovo, raconte Karakulov à Pamphletti. Alors j'ai demandé à un collègue à Sotchi, est-ce qu'il est déjà parti ? Non, il m'a répondu, il est toujours ici. Je pense que c'est pour semer la confusion chez les services de renseignement étrangers et éviter une tentative d'assassinat, conclut Erakulov. La paranoïa de Poutine va tellement loin qu'il fait même voler des avions par ses agents de sécurité, ou envoie des convois présidentiels dans des endroits où il n'a aucune intention de se rendre. Tout cela n'est que diversion. Aussi ingénieux que soit le plan,
De petites erreurs jugées évitables ont révélé la supercherie. Quant à savoir pourquoi Poutine déploie autant d'efforts pour dissimuler sa localisation. Arakoulov affirme que le dirigeant russe craint fortement les assassinats et la fuite de secrets russes à des agents étrangers. Cependant, la guerre en Ukraine lui a donné une autre raison de craindre pour sa vie. C'est pourquoi il a fait 29 de ses 30 apparitions publiques dans son bureau clone de Valdai, et non dans celui de Novo-Garyovo, entre janvier et septembre 2025. C'est aussi pourquoi le bureau de Valdai serait protégé par 14 systèmes de défense aérienne, dont 13 Pantsir. Selon United 24, Poutine craint fortement les drones ukrainiens. Et il a de bonnes raisons. Selon United 24 Media, Poutine utilise maintenant son bureau clone de Valdai car il est entouré de forêts. Il est plus simple de cacher des systèmes de défense aérienne dans les arbres que dans l'environnement urbain près de Novo-Ogaryova. Valdai est désormais l'un des sites les plus fortifiés de Russie, parce que Vladimir Poutine sait que l'Ukraine a des drones longue portée pouvant éviter les défenses aériennes si leurs positions sont connues. Cela signifie que Vladimir Poutine se cache dans une résidence située à peu près à mi-chemin, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, au lieu de travailler dans la capitale de son pays, comme le feraient pratiquement tous les autres dirigeants. Vladimir Poutine sait que l'Ukraine aimerait l'éliminer avec ses drones, et qu'elle en a les moyens. Selon Militani, dans un rapport de mai 2025, le drone longue portée FP, un du pays à lui seul a une portée de 1600 km. Cela représente environ 994 miles, assez pour menacer le bureau de Novo-Garyovo. L'emplacement urbain de ce bureau signifie également que Poutine ne peut pas facilement dissimuler des défenses aériennes capables d'abattre des drones, ce qui rend la position encore plus vulnérable. L'Ukraine a plusieurs fois assiégé Moscou avec des drones depuis qu'elle possède des drones longue portée. Le dernier de ces sièges s'est produit fin octobre, l'Ukraine ayant envoyé des drones à Moscou 3 nuits d'affilée, entraînant la fermeture des aéroports, tout en avertissant Poutine qu'il ne sera jamais en sécurité s'il reste dans sa capitale. L'Ukraine a utilisé ces drones ciblant Moscou pour détruire des actifs militaires et industriels, a déclaré le Guardian le 29 octobre. On peut garantir que certains de ces drones auraient visé Poutine s'il ne s'était pas enfui de la ville la plus importante de Russie. Au-delà de tromper l'Ukraine, les faux bureaux de Poutine semblent aussi être une tentative de tromper son propre peuple. Selon la télévision d'État, Poutine travaille depuis son bureau de Novo-Garyovo, présenté comme son siège du pouvoir. Les chaînes de télévision, qui disent souvent qu'il s'y trouve, pourraient viser à rassurer une population que Poutine cherche à contrôler. Votre président travaille dur selon ses reportages, et reste dans son bureau habituel car il n'a pas peur de l'Ukraine. C'est un mensonge complet. Propager ce mensonge peut aider le Kremlin à persuader sa population que les frappes de drones ukrainiens sur la Russie sont moins dangereuses qu'en réalité. Si Poutine n'a pas peur de l'Ukraine, le peuple russe ne devrait pas non plus. S'ils n'ont pas peur de l'Ukraine, ils n'ont aucune raison de demander à Poutine d'arrêter son invasion. Mais la peur motive toutes les décisions de sécurité de Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine. Les bureaux dupliqués à au moins 3 endroits illustrent la paranoïa de Poutine. Il y en a beaucoup d'autres, certaines datant d'avant l'invasion de l'Ukraine. Karakoulov, dont vous vous souvenez comme l'ancien membre du service de sécurité de Poutine, affirme que Poutine voyage toujours sans un appareil que beaucoup d'entre nous considèrent aujourd'hui comme essentiel. CBC rapporte que le transfuge russe dit « Je ne l'ai jamais vu avec un téléphone. Il reçoit ses infos uniquement de son entourage. » C'est-à-dire qu'il vit dans une sorte de vide informationnel. Ce vide n'aide pas Poutine à comprendre la situation en Russie ou en Ukraine. S'entourer de laquais, qui ne lui disent que ce qu'il veut entendre, conduit probablement Poutine à perdre le contact avec la réalité. D'autres signes de la paranoïa de Poutine sont encore plus spectaculaires qu'une série de bureaux presque identiques, construits pour tromper les gens et leur faire croire qu'ils se trouvent à un endroit plutôt qu'à un autre. En octobre 2024, l'Indépendant a rapporté que Poutine avait décidé de démolir le manoir Botorov-Rouchi à Sotchi, surplombant la mer Noire. Autrefois l'une des destinations de vacances préférées de Poutine. Le manoir était apparemment devenu une zone interdite pour lui, une fois que l'Ukraine a intensifié ses frappes de drones et de missiles contre la flotte russe de la mer Noire. Apparemment craignant pour sa vie, Poutine a fait raser son palais bien-aimé, vraisemblablement pour empêcher l'Ukraine de le prendre pour cible. Avant la démolition en mai 2024, Poutine n'avait pas visité la résidence pendant 7 mois, avant octobre 2024. Poutine séjournait 37 jours par an au manoir, souvent avec sa maîtresse secrète Alina Kabaeva. Le manoir est désormais rasé, Poutine l'ayant détruit lui-même pour éviter que l'Ukraine n'exploite sa destruction par drone à des fins de propagande.
Certaines mesures de sécurité de Poutine sont plus pragmatiques. Pamphletti révèle que Poutine porte des gilets pare-balles à chaque apparition publique depuis au moins 2023 selon le Moscow Times. Cette décision suit la recommandation du service de sécurité présidentiel de Poutine. Et cela a beaucoup de sens pour un homme qui semble croire que tout le monde en a après lui. Le Moscow Times a également révélé à l'été 2024 que le service de sécurité personnelle de Poutine a été renforcé depuis que l'Ukraine a acquis la capacité de frapper Moscou. Le Kremlin prend la sécurité de Vladimir Poutine très au sérieux. Il est protégé par de nombreux gardes visibles et invisibles, a déclaré un responsable anonyme aux médias. Cela reste logique. C'est sûrement plus pratique que de créer de faux bureaux et de détruire des résidences de vacances. Les mesures de sécurité de Poutine deviennent étranges, alimentées par des rumeurs sur sa grande paranoïa à ce qu'on découvre des choses sur lui. Qu'il a emporté un certain type de valise à sa rencontre d'août avec le président américain Donald Trump, en Alaska. Une mallette à excréments. Plusieurs médias ont parlé de cette étrange valise, bien qu'il faille noter que beaucoup étaient des tabloïds plutôt que des médias respectés. The Economic Times a résumé l'histoire dans un rapport du 18 août, où il affirmait que Poutine fait surveiller ses gardes du corps, nettoyer et stocker ses excréments dans des valises hautement surveillées, afin d'empêcher les puissances étrangères d'utiliser ces déchets pour déterminer s'ils souffrent ou non de maladies physiques. La même source indique que des journalistes du média français Paris Match affirment que Poutine utilise ce système depuis au moins sa visite en France en 2017. Lors de ses voyages à l'étranger, il préférerait des toilettes portables aux installations sur place. Encore une fois, par crainte que quelqu'un, quelque part, puisse apprendre quoi que ce soit sur lui grâce à ses déchets. Cependant, il convient de nuancer cette mesure de sécurité au vu des sources. Cependant, il est évident que tout ce qui a été évoqué dans cette vidéo présente Poutine comme un paranoïaque, tellement effrayé par les conséquences de ses actes en Ukraine qu'il tente tout pour les éviter. Malgré tout son pouvoir, la révélation des bureaux secrets de clones de Poutine montre qu'il vit chaque jour dans la peur. Il a raison. S'il reste trop longtemps, les drones ukrainiens viendront. Le 26 octobre, le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, s'est mis à crier sur tous les toits. Il affirmait que la Russie avait encerclé la ville clé de Pokrovsk et que 31 bataillons ukrainiens étaient encerclés. Ce ne serait qu'une question de temps avant que la ville ne tombe et que l'Ukraine subisse l'une de ses défaites les plus lourdes depuis le début de l'invasion de Vladimir Poutine. L'Ukraine devait quitter Pokrovsk avant le 27 octobre sous peine de destruction de ses forces, déclara Gerasimov. Plus de 2 semaines se sont écoulées et Pokrovsk n'est toujours pas tombé. Au contraire, la ville coûte tout à Poutine. Alors que la Russie prétend être sur le point de remporter la victoire, elle subit d'énormes pertes de troupes qui entraînent des pénuries ailleurs sur les lignes de front. Poutine veut Pokrovsk à tout prix. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il pourrait sacrifier les chances de la Russie en Ukraine pour l'avoir. Le 12 novembre, le Kiev Post a rapporté de lourdes pertes russes lors de l'offensive de Pokrovsk, que le pays est à court de troupes à envoyer. Pour résoudre le problème, le média rapporte que la Russie redéploie d'urgence des troupes d'autres régions pour combler le manque à Pokrovsk. C'est une décision à courte vue, car elle offre aux forces ukrainiennes en dehors de la ville des opportunités de lancer des contre-attaques et de reprendre du territoire. Mais cela n'a aucune importance pour Poutine. Il doit capturer Pokrovsk et il se moque du prix à payer. Le rapport du Kiev Post s'appuie sur le mouvement de résistance Atesh, qui a signalé sur Telegram l'arrivée de convois militaires russes à Pokrovsk. Ces convois venus d'autres régions d'Ukraine transportent soldats et équipements. Ces ressources sont retirées des fronts de Zaporizhia et Kherson, désormais fortement affaiblis côté russe. L'armée russe a apparemment épuisé à la fois ses forces principales et ses réserves opérationnelles pour poursuivre l'offensive. Mais ils doivent aussi exposer d'urgence d'autres sections du front, a affirmé Artesh dans son rapport Telegram du 12 novembre. Il a aussi révélé que la Russie, pressée de déployer ses soldats à Frovsk, saute une étape clé dès leur arrivée. Des agents du 506e régiment de fusiliers motorisés signalent l'arrivée quotidienne de centaines de soldats. Les nouvelles recrues provenant d'autres unités sont immédiatement envoyées à l'assaut, parfois sans même être affectées au nouveau régiment. C'est clairement Poutine qui applique sa stratégie d'usure. Un flux continu de main-d'œuvre finira par briser les défenses de Pokrovsk en Ukraine, quelle que soit leur solidité. Mais d'autre part, Poutine fait preuve d'un manque de prévoyance remarquable en envoyant des soldats à une mort presque certaine. Même s'il doit conserver le territoire à Zaporizhia et Kherson, pour beaucoup de ces soldats, le voyage vers Pokrovsk est un aller simple. Ils ne reviendront pas défendre les territoires occupés que Poutine vient de rendre encore plus vulnérables.
United 24 Media partage ce point de vue, citant une source d'Atec affirmant que la Russie continue d'envoyer de nouvelles troupes à une mort certaine. Le moral des nouveaux arrivants est très bas, ce qui fragilise encore plus la push de Poutine, déjà méconnaissable. La puissance militaire russe montre des signes d'effondrement. Des soldats auparavant stationnés dans des zones occupées jugées sûres sont envoyés affronter drones, artillerie et fortifications ukrainiennes. Poutine affaiblit la Russie ailleurs, en Ukraine, pour une raison. La semaine précédant le rapport du Kyiv Post du 12 novembre, la Russie a mené 132 assauts contre Pokrovsk. Cela représente une augmentation de 20% par rapport au nombre d'assauts de la semaine précédente. Cela montre que Poutine pense que la Russie est proche d'achever ce qu'il voit comme la poussée finale pour Pokrovsk. Cependant, ces attaques ne réussissent pas autant que la Russie le voudrait. Malgré ces affirmations, les forces russes échouent à prendre les bâtiments et infrastructures clés à Pokrovsk, selon le Kyiv Post. L'Ukraine a mis un accent particulier sur le fait d'empêcher les forces russes d'accéder aux immeubles de grande hauteur, les privant ainsi de points d'observation stratégiques. Les forces russes entrent dans Pokrovsk, mais à l'intérieur, elles sont aveugles. L'Ukraine profite de ce fait pour éliminer rapidement les forces d'occupation, afin que ses défenseurs soient prêts pour les prochaines vagues. Malgré l'intensité des attaques russes sur Pokrovsk, ces assauts y progressent peu. La Russie cible surtout le nord de Pokrovsk, principal centre industriel de la ville. Cependant, le Kiev Post indique que l'Ukraine contrôle toujours toutes les principales voies d'accès dans la région nord, ce qui limite le nombre de renforts que la Russie peut envoyer. Même en retirant des troupes d'autres fronts, la Russie doit toujours envoyer à Pokrovsk de petites unités avançant peu. La Russie tente aussi d'avancer vers Rachin, au nord-ouest de Pokrovsk, mais y rencontre des difficultés. La Russie a plus de difficultés à Pokrovsk qu'on ne le pense. Elle veut lancer des assauts plus intenses, mais manque de soldats, l'obligeant à prendre des troupes ailleurs en Ukraine. L'obsession de Poutine à prendre Pokrovsk à tout prix pourrait finir par porter ses fruits, mais il aura épuisé son armée dans le processus. Cela pourrait quand même fonctionner pour Poutine. Nous expliquerons pourquoi plus tard dans la vidéo. Plus inquiétant, cela suggère que la Russie manque de soldats à Pokrovsk et doit faire appel à des réservistes. Rappelez-vous que la Russie a déjà déployé de nombreux soldats à Pokrovsk. Quand Poutine a lancé l'offensive d'été russe en mai, son but était clairement de prendre Pokrovsk avant fin août. Tellement déterminé à atteindre cet objectif, il a mobilisé plus de 10 000 soldats pour cette cause, selon CNN fin juin. C'est beaucoup de soldats. Mais la Russie a clairement besoin de plus. Il ne s'agit pas seulement des soldats déplacés d'autres régions d'Ukraine vers Pokrovsk, dans le hachoir à viande de Poutine. Comme l'a rapporté United 24 Media le 12 novembre, la Russie tente d'augmenter ses effectifs en Ukraine, en envoyant des soldats qui n'étaient jamais censés se trouver en Ukraine. D'abord, la Russie envoie des officiers de conscription en Ukraine. Ces officiers de conscription sont sanctionnés pour ne pas avoir atteint leur quota de recrutement, selon United 24 Media. Il est indiqué que ces responsables, qui sont généralement des officiers ou des sergents, servent habituellement dans les régions où le recrutement est faible. La République de Sakha, ou Yakoutie, en est un bon exemple. Là-bas, le média affirme que les chefs de 7 bureaux de recrutement ont été envoyés sur le front et servent désormais dans les 5e, 29e et 35e armées de Russie. Cette information n'a pas été inventée. United 24 Media indique que le direction principale du renseignement ukrainien surveille les déplacements de ses officiers de recrutement. Poutine confirme qu'il punit pour l'échec du recrutement selon les besoins chiffrés de la Russie. Dans son annonce concernant la nouvelle approche de la Russie, il est souligné que les officiers de recrutement en Yakoutie sont en dessous de leurs objectifs de 40% en moyenne. Ce qui explique pourquoi ils sont parmi les premiers à être punis. Cependant, ce que Poutine peut considérer comme une punition est en réalité un dévoilement involontaire des coulisses. Cela montre la gravité de la situation de main-d'œuvre en Russie. Les recruteurs sont envoyés sur les lignes de front dans les zones où la population masculine n'est pas suffisante pour répondre aux normes établies, ou bien là où il est impossible de mener une campagne de recrutement dans les délais impartis, déclare le HUR. Cela indique la totale ignorance du Kremlin quant à la situation dans les régions sous son contrôle et le besoin urgent de compenser les pertes. L'implication ici est que Poutine a perdu le fil. Il fixe des objectifs irréalistes et punit ceux qui échouent à les atteindre. Bien sûr, cela signifie aussi que Poutine envoie des recruteurs expérimentés mourir en Ukraine. Leurs remplaçants auront encore plus de difficultés à atteindre les chiffres de Poutine et seront également sanctionnés. La Russie continuera de sacrifier des soldats talentueux lors des assauts meurtriers à Pokrovsk. Ailleurs, un autre aspect intéressant apparaît dans cette partie de l'histoire.
Les recruteurs menacés par la punition de Poutine travaillent surtout dans les régions éloignées de Russie, que Poutine semble désormais ne plus contrôler selon le HUR. Elles ont été une importante source de main-d'œuvre pour la guerre en Ukraine. Le centre Wilson a relevé en mars que Poutine recrute surtout ses soldats dans les régions russes les plus pauvres et isolées. Selon l'expéditeur, il est recruté de manière disproportionnée parmi les populations autochtones de Russie. Il en a les preuves chiffrées, citant la communauté bouriate en exemple. D'après Alexandra Gomazapova, présidente de la fondation Bouriati Libre, au moins 2470 bouriates ont péri depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, selon le média. Dans une république de 980 000 habitants, dont 30% de bouriates, cela représente 252 morts au combat pour 10 000 habitants. En comparaison, 1215 moscovites ont été tués au combat sur 13,2 millions d'habitants. Cela équivaut à 92 morts au combat pour 10 000 habitants. Il y a clairement un parti pris ici. Poutine préfère envoyer les plus démunis et ceux vivant dans les régions éloignées en Ukraine, car cela lui permet de tenir les exigences de la guerre qu'il a déclenchées à l'écart des villes russes les plus importantes. Pourquoi est-ce important ? Les difficultés des recruteurs à Yakuta montrent que la Russie manque de soldats pauvres à convaincre ou soudoyer par des contrats lucratifs. Le puits est presque à sec, et cela signifie que Poutine devra bientôt commencer à recruter dans des villes qui n'ont pas été touchées par la guerre, autant que les régions les plus pauvres de la Russie. Le fait que les réservistes et les recruteurs soient envoyés sur la ligne de front, ainsi que les échecs à atteindre les quotas qui ont conduit à la punition de ces derniers, tout cela nous montre que la situation du recrutement militaire en Russie n'est pas vraiment idéale. Pour aggraver ce problème, la situation financière de la Russie pourrait également signifier que le pays ne peut pas suivre le rythme de ses ambitions en matière de recrutement. En avril, le New York Post a interviewé George Barros, chef de l'équipe Russie à l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War. Barros a indiqué que la Russie avait déjà dépensé près de la moitié de ses 106 milliards de dollars de réserves liquides pour financer la guerre. Si la Russie maintient l'envoi massif de soldats en Ukraine, comme l'indiquent les attaques accrues à Boukhovsk, c'est bien le cas. La Russie n'avait peut-être que de 12 à 16 mois de fonds pour payer ses soldats en avril dernier. Nous sommes pas de tort maintenant en novembre. Au mieux, si Barros a raison, la Russie n'a plus qu'environ 1 an de fonds restants. Barros a déclaré au New York Post que le recrutement de combattants, efficace pendant 2 ans et demi, commence à échouer. La Russie doit composer avec les lois économiques, la rareté des ressources et une main-d'œuvre non inépuisable. Si la Russie doit également recruter des soldats dans des régions plus prospères du pays qu'elle ne l'a fait par le passé, comme l'indique la baisse des chiffres de recrutement dans ces régions les plus éloignées, elle n'a pas le choix. Alors Poutine pourrait même devoir offrir plus d'argent dans les contrats de soldats qu'il ne le fait actuellement pour amener des Russes plus aisés sur le front, que ce soit par manque de main-d'œuvre ou de ressources financières. La Russie a du mal à envoyer suffisamment de monde à Pokrovsk. Cependant, comme nous l'avons dit plus tôt, Poutine veut Pokrovsk, et il se moque de ce que la Russie perdra dans le processus de prise de la ville. Selon Radio-Canada Ukraine, la Russie a déjà épuisé ses principales forces, et la majeure partie de ses réserves près de Pokrovsk, et cela a amené la Russie au bord de la prise de la ville. Malgré des rapports prématurés sur un encerclement total, CNN a indiqué le 8 novembre que la Russie est proche de s'emparer de Pokrovsk après 21 mois de combat. Il semble désormais s'agir de la durée de résistance de l'Ukraine plutôt que de sa capacité à repousser totalement les forces de Poutine. Mais pourquoi ? Pourquoi Poutine est-il prêt à affaiblir les positions de la Russie ailleurs pour avancer à Pokrovsk ? Nous avons dit plus tôt que la stratégie de Poutine pour prendre Pokrovsk à tout prix pourrait finalement réussir. Même avec l'ampleur des pertes subies par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky révèle pourquoi, en parlant de la situation à Boukhovsk et de ce que cela signifie réellement dans le contexte plus large de la guerre. Le 7 novembre, Zelensky a expliqué cela lors d'un point de presse. L'offensive sur Pokrovsk a des conséquences dépassant la ville et la région de Donetsk, que Poutine croit que la Russie gagnerait en prenant Pokrovsk. Tout cela résume les discussions de paix interrompues et reprises en 2025, et la crainte de Poutine face à la pression américaine. Poutine tente de diffuser l'idée que le Donbass pourrait être pris, et appelle les Occidentaux à pousser l'Ukraine à céder cette région à la Russie, selon Zelensky le 7 novembre. Il a ajouté « Cela peut influencer la mise en place de sanctions, ou retarder leur application. » La Russie a très peur des décisions fermes des États-Unis, et avec cette histoire sur Pokrovsk, ils veulent montrer un succès sur le champ de bataille. Cette idée que Pokrovsk donne un levier à Poutine, c'est ce qui a poussé le dirigeant russe à essayer de prendre la ville à tout prix, et il fallait s'y attendre, n'est-ce pas ? Poutine mise sur Pokrovsk, bien que la ville tienne toujours et que les troupes russes soient en difficulté. Le 12 novembre, Radio Free Europe, Radio Liberty,
a rapporté que, selon des sources russes, Poutine serait prêt à reprendre les pourparlers de paix avec l'Ukraine, alors que la bataille pour Pokrovsk fait rage. Cette affirmation survient à la suite d'une tentative discrète du Royaume-Uni de rouvrir le dialogue, qui a échoué. La Russie refusant tout compromis sur ses exigences, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a vite révélé que le Royaume-Uni avait tenté une discussion. Il y a effectivement eu des contacts, mais les discussions se sont rapidement effondrées, car il n'y avait aucune intention ni volonté d'écouter notre position. Étant donné l'impossibilité d'échanger des points de vue, le dialogue mutuel ne s'est pas développé. La Russie est prête à reprendre les pourparlers avec l'Ukraine à Istanbul, mais Kiev a suspendu les négociations. Les responsables turcs leur ont demandé plusieurs fois de les reprendre. L'équipe russe est prête. La balle est dans le camp de l'Ukraine, a déclaré un haut diplomate russe à TASS le 12 novembre. Il est clair de voir ce qui se passe ici. Poutine est confiant dans le succès à Pokrovsk malgré les pertes russes, et il pense pouvoir frapper pendant que le fer est chaud, en mettant la pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède. Mais il se trompe pour deux raisons. La première est que la prise de Pokrovsk n'est peut-être pas un aussi grand coup pour la Russie que Poutine l'a laissé croire à l'Occident. Sam Kiley, rédacteur en chef international de l'Independence, a soulevé ce point dans un article du 11 novembre. La Russie mettra plus d'un siècle à capturer toute l'Ukraine si elle continue au rythme que nous avons observé jusqu'à présent pendant la guerre. Même si Pokrovsk tombe, dit Kiley, il ne restera rien à défendre ou exploiter pour la Russie. Au-delà, un véritable enfer attend les forces russes, cherchant à avancer en Ukraine depuis Pokrovsk. Le paysage derrière les lignes de front ukrainiennes a été préparé pour une retraite combattante par des forces clés. Des milliers de kilomètres de tranchées, barrières, pièges à chars et labyrinthes de barbelés ont été installés, écrit Kiley. Des champs de mines secrets, des bunkers de repli et un ciblage précis feront de la prochaine phase russe une nouvelle session dans le hachoir à viande du front est ukrainien. Poutine voit la prise de Pokrovsk comme un objectif final et concentre donc toutes ses forces sur la ville. L'Ukraine voit la chute de cette ville comme le début d'un bain de sang russe accru dans le Donbass. En parlant de bain de sang, cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle une prise de Pokrovsk par les Russes pourrait ne pas signifier autant que Poutine l'espère. Si la ville tombe, le nombre de soldats que la Russie a perdu et continuera de perdre à Pokrovsk, cette prise se retournera contre elle. On le voit déjà. La Russie doit faire venir des soldats d'autres régions ukrainiennes, occupés pour poursuivre son offensive sur Pokrovsk. Cependant, l'ampleur des pertes déjà subies dans cette ville ne doit pas être sous-estimée. Le Kiev Post rapporte que l'Ukraine a infligé de lourdes pertes aux forces russes de Pokrovsk avant l'annonce du transfert de soldats d'autres régions. En 7 jours, l'Ukraine a tué 236 soldats russes et en a blessé 136. C'est déjà une très mauvaise nouvelle en soi, surtout parce que cela montre que la Russie subit plus de morts que de blessés dans sa poussée vers Pokrovsk. Ces soldats morts doivent être remplacés, maintenant et quand la Russie avancera au-delà de Pokrovsk, dans le paysage fortifié que Kiley évoque. La Russie a aussi perdu un char, 3 véhicules blindés et 23 autres véhicules, motos, camions, ces 7 derniers jours, en plus des pertes de troupes. En analysant l'année 2025, David Axe écrit dans sa chronique Trench Arc que la Russie a perdu 10 000 soldats morts ou blessés dans la direction de Pokrovsk au cours de l'année. C'était le 6 octobre. Un autre mois de combat aura ajouté plusieurs milliers de plus à ce chiffre. C'est le problème avec l'approche de Poutine, qui consiste à prendre Pokrovsk à tout prix. Oui, la chute de la ville paraît inévitable, même si cela pourrait prendre des semaines ou des mois. Alors que l'Ukraine se défend, la Russie perdra encore plus de soldats, retirant déjà des troupes d'autres fronts pour combattre. À Pokrovsk, le recrutement militaire russe est difficile, comme le montrent les sanctions contre les officiers n'atteignant pas leur quota. Alors qu'il tente d'utiliser Pokrovsk contre l'Ukraine et l'Occident, Poutine n'a pas répondu à une question clé. Que se passe-t-il après Pokrovsk ? La Russie veut peut-être que l'Occident pense que le reste du Donetsk tombera après Pokrovsk. En réalité, une ceinture de villes et territoires fortifiés attend les forces russes épuisées. Si ces forces prennent Pokrovsk, il n'y a plus de levier si l'armée qui les soutient est détruite. Poutine pourrait le découvrir si et quand Pokrovsk tombe. Les tensions montent entre les États-Unis et le Venezuela. Alors que les États-Unis envoient de plus de moyens militaires près des côtes vénézuéliennes, son adversaire s'efforce de trouver toute l'aide possible pour contrer la menace américaine. La Russie a aidé le Venezuela. En agissant ainsi, elle a pris en une décision catastrophique aux lourdes conséquences, tant pour la guerre en Ukraine que pour la relation Russie-États-Unis.
Quelle est la chose incroyablement stupide que la Russie vient de faire au Venezuela? Elle a fourni des défenses aériennes au Venezuela. Le 4 novembre, The Warzone a annoncé qu'un haut législateur russe a confirmé que la Russie avait livré au Venezuela un système de défense aérienne. Pire encore, ce législateur a évoqué la possibilité que Moscou fournisse un jour des missiles balistiques et de croisière. Pour Nicolás Maduro, cette nouvelle est incroyable, alors qu'il fait face à une menace accrue des navires américains proches de son territoire. Ces navires sont rejoints par le porte-avions américain, le United States Ship Gerald R. Ford, et sa flotte de destroyers traversant l'Atlantique lors du rapport de The War Zone. Le Venezuela reçoit cela du député Alexei Zaravlev, premier vice-président du comité de défense de la Douma russe. Il s'est entretenu avec le média russe Gazeta.ru pour fournir les détails. Des systèmes russes, Panzer S-1 et Buk M2A2, ont été livrés à Caracas par avions Ilyushin. 76 a annoncé Zaravlev le 1er novembre. Il a aussi lancé une menace à peine voilée aux États-Unis, suggérant que la Russie a envoyé bien plus à Maduro que ce qu'il a révélé. Les volumes et noms précis des importations russes sont classifiés. Les Américains pourraient donc être surpris. Zaravlev a déclaré: « Je ne vois aucun obstacle à fournir à un pays ami des développements comme l'Oreshnik ou le missile Calibre. Du moins, aucune obligation internationale n'empêche la Russie de le faire. Le message envoyé est clair. Si les États-Unis menacent le Venezuela, la Russie donnera à Maduro les armes nécessaires pour contrer cela. Que cette neutralisation puisse réellement avoir lieu ou non est sans importance. L'essentiel ici est que la Russie affiche clairement sa position et soutient ouvertement un pays considéré comme ennemi par les États-Unis. The War Zone souligne qu'il n'y a aucune preuve visuelle pour confirmer les dires de Zaravlev sur l'envoi de Panzer S-1 au Venezuela. Un avion cargo russe, Ilyushin 76, est arrivé à Caracas le 26 octobre après un itinéraire détourné, incluant plusieurs escales dans des pays sous l'influence de Poutine, selon Defense News. Ces pays incluent Cuba et le Nicaragua. L'avion est rentré à Moscou, via des pays comme l'Algérie, suggérant qu'il a pu récupérer du fret pour la Russie après sa livraison au Venezuela. Ces livraisons, si elles sont confirmées comme l'affirme le parlementaire russe, s'ajouteraient à la collection déjà variée de défenses aériennes du Venezuela. Avant l'intervention russe, ces défenses reposaient surtout sur d'anciens missiles solaires modernisés. Désormais, des systèmes plus modernes semblent être arrivés, et ils ont le potentiel de représenter une menace sérieuse pour toute attaque aérienne que les États-Unis pourraient envisager au Venezuela. D'autres pourraient suivre. Le 12 novembre, Newsweek a rappelé la signature en mai d'un partenariat stratégique entre la Russie et le Venezuela. Ce partenariat n'a été ratifié en Russie qu'à la fin du mois d'octobre. Ce qui suggère que Poutine a attendu qu'une situation se présente où il serait avantageux pour la Russie d'apporter un soutien direct au Venezuela. Le partenariat désormais ratifié, les porte-paroles du Kremlin suggèrent qu'une aide supplémentaire pourrait être offerte aux partenaires reconnaissants de la Russie. Au-delà des suggestions de Zaravlev, selon lesquelles des missiles de calibre Oreshnik pourraient bientôt être envoyés à Maduro, Newsweek affirme que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, commence à se faire entendre. La Russie est prête à agir pleinement dans le cadre des obligations qui ont été mutuellement stipulées dans cet accord avec nos amis vénézuéliens, a déclaré Lavrov le 11 novembre. Le Venezuela a aussi remercié la Russie pour l'aide reçue. Le ministre des Affaires étrangères, Ivan Ilpinto, a remercié la Russie pour son soutien à notre souveraineté le 11 novembre. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il est prêt à répondre à toute nouvelle demande de Maduro et de ses sbires à Caracas. Ce que nous voyons ici, c'est la Russie qui fait étalage de sa puissance. En soutenant fermement le Venezuela, Poutine veut montrer aux États-Unis, surtout à Trump, que la Russie reste une menace. Le Venezuela sert essentiellement de proxy à la Russie pour déplacer des armes dangereuses près des États-Unis. Si l'arrivée de missiles Oreshnik et Caliber au Venezuela se confirme, Maduro pourrait frapper les États-Unis sur leur territoire avec ses armes. En surface, cela ressemble à un coup de force intelligent de la part de la Russie. Elle peut armer un allié menaçant pour les États-Unis tout en se dédouanant de l'usage que cet allié fera des armes russes. Mais si vous vous souvenez de ce que nous vous avons dit au début de la vidéo, ce que la Russie vient de faire au Venezuela est loin d'être intelligent. C'est incroyablement stupide. Comme William Spaniel l'a expliqué dans une vidéo du 7 novembre sur la Russie, il existe 3 raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a commis une erreur potentiellement catastrophique. La première raison concerne le pays sur lequel Vladimir Poutine se concentre depuis février 2022, l'Ukraine. Spaniel demande «
Que signifie le choix de Poutine de privilégier la défense aérienne du Venezuela plutôt que les cibles vulnérables en Russie? Il a raison. Ces derniers mois ont été un cauchemar pour la Russie face à l'efficacité des frappes ukrainiennes, à longue portée sur son territoire. L'attaque de l'Ukraine contre le raffinage du pétrole russe montre l'efficacité de ces drones et missiles longue portée. Energy News Beat a dressé un bilan de ces frappes contre les raffineries, dans un article du 11 novembre rapportant une nouvelle attaque ukrainienne réussie. Il indique qu'entre août et le début du mois de novembre, l'Ukraine a lancé au moins 58 attaques contre les infrastructures énergétiques russes, dont 29 visant des raffineries. Cela fait environ 17 ou 18 frappes par mois, et ce succès régulier nous enseigne quelque chose d'important. Les défenses aériennes russes ne protègent pas assez leurs raffineries. Même en 2025, selon la même source, l'Ukraine a lancé plus de 60 frappes de drones sur des raffineries. Au total, elle allait frapper la moitié des 38 principales raffineries de Russie, dont beaucoup à plusieurs reprises, provoquant des arrêts qui ont entraîné d'énormes problèmes à l'intérieur du pays. Au 11 novembre, la production d'essence de la Russie a chuté de 163%, tandis que celle de diesel a diminué de 375%, affirme la source. Le volume traité par les raffineries a chuté de 304% à cause des attaques répétées de l'Ukraine. Euronews indique aussi, le 3 novembre, que les frappes ukrainiennes ont touché jusqu'à 38% de la capacité de raffinage russe. Les drones ukrainiens ont également évolué au point de pouvoir parcourir 1000 km, alors qu'ils ne pouvaient autrefois en parcourir que 500. Le média le souligne. La Russie a perdu 50 000 barils de sa capacité de raffinage par jour, et cela se produit principalement à cause des drones qui ne coûtent que 55 000 $ chacun. Nous vous expliquons cela car nous avons des questions. Que faut-il à la Russie pour réduire l'efficacité des drones longue portée ukrainiens? Des défenses aériennes. Qu'a-t-elle déjà envoyé et promet-elle d'envoyer encore au Venezuela? Des défenses aériennes. La dernière décision de la Russie est tellement monumentale de stupidité parce qu'elle se prive elle-même de la seule chose dont elle a besoin pour avoir une chance d'arrêter les menaces à longue portée de l'Ukraine. Ces drones avaient déjà rencontré un grand succès avant que la Russie n'envoie des systèmes Buk et Pantsir au Venezuela. Avec moins de systèmes de défense aérienne, la Russie rend les cibles qu'elle frappe encore plus vulnérables. La défense aérienne russe ne va pas non plus s'améliorer soudainement. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que la Russie a perdu 1242 unités anti-aériennes depuis le début de l'invasion de Poutine. Une grande partie de ces stocks a disparu. Les unités ont été détruites, ou l'Ukraine a neutralisé les radars qui détectent les cibles potentielles. Des analystes ont aussi souligné que la Russie présente désormais d'importantes failles exploitables par les drones ukrainiens sur tout son territoire. Le Kiev indépendant a relayé l'opinion de 2 experts dans un article du 9 novembre. D'après Sacha Brookman, analyste militaire à l'Institut international d'études stratégiques, la Russie a perdu beaucoup de systèmes de défense aérienne ces 2 dernières années. Il est donc probable que leur couverture comporte de nombreuses failles, rendant possible des attaques réussies. Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre partage cet avis et ajoute: au-delà du théâtre en Ukraine, le reste de la Russie montre des failles et vulnérabilités. La Russie aurait rassemblé la plupart de ses défenses aériennes restantes hors de l'Ukraine occupée, autour de la capitale, Moscou. Cela a du sens. Protéger la ville la plus précieuse, ainsi que Poutine à tout prix. La Russie est vaste et ses ressources dispersées. En se focalisant sur Moscou et l'Ukraine, la Russie s'est affaiblie au point que l'Ukraine peut lancer des frappes de drones impunément. Maintenant, avec la Russie qui envoie des unités de défense aérienne qu'elle aurait pu utiliser pour arrêter les drones ukrainiens, encore plus de failles vont apparaître. Poutine ne peut pas ignorer ce fait, affirme Spaniel, en parlant de l'étrangeté des actions de la Russie au Venezuela. Il affirme que Poutine reçoit forcément l'information, car les attaques contre les raffineries sont publiques, selon Spaniel. Personne au Kremlin ne doute que ces événements ont lieu. Et si vous doutez que l'information remonte jusque-là, rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'oligarques qui passent beaucoup de temps au Kremlin et qui sont terrifiés par ce qui se passe. Ils devraient l'être. Leur portefeuille brûle. Comme pour leurs raffineries, la décision de Poutine d'envoyer des systèmes pour les protéger au Venezuela ne réjouira pas ces oligarques. Cela nous amène parfaitement à la deuxième raison de Spaniel, pour laquelle la Russie vient de prendre une série de décisions incroyablement stupides. Poutine croit contrôler le public russe, mais il ne devrait pas être si sûr de lui. Spaniel note que Poutine agit selon une hypothèse qui, à tout autre moment de son règne, serait sans doute juste.
Qu'importe si les raffineries explosent et que l'essence flambe, dit Spaniel à propos de l'état d'esprit de Poutine. La population russe n'est pas une menace pour le Kremlin, qui ne s'intéresse qu'à la politique étrangère, obligeant le peuple à s'y adapter. Cette façon de penser pose problème, comme l'explique Spaniel par l'essence. La Russie subventionne l'essence pour sa population, ce que Spaniel décrit comme un contrat social entre le Kremlin et le peuple russe. Le principal mécanisme qu'elle utilise pour fournir cette subvention est ce qu'on appelle les paiements d'amortissement. Ces paiements sont effectués directement aux raffineries de pétrole russes, afin de les encourager à vendre leurs produits à bas prix sur le marché intérieur, plutôt que de rechercher les prix plus élevés que les clients internationaux sont prêts à payer. Grâce à ces paiements, ainsi qu'à quelques autres mécanismes, les Russes paient moins cher l'essence et le diesel qu'ils ne le feraient autrement. Bien que les prix montent partout, ce contrat social aide à calmer la population russe. Vladimir Poutine sait à quel point ce paiement de compensation est important. Il a donc suspendu la réduction de la subvention en octobre, la suspension devant durer jusqu'en mai. Cette suspension n'aide pas la Russie à maintenir le contrat social avec son peuple, comme le dit Spaniel. Les prix de l'essence ont fortement augmenté depuis qu'Ukraine a intensifié ses attaques contre les raffineries et ne baissent toujours pas. Les frappes ukrainiennes ont fait bondir les prix de gros de l'essence de 40 à 50% depuis début 2025. Le Moscow Times l'a rapporté le 4 novembre. La production de raffinage russe a chuté de 14% par rapport à avant la guerre en Ukraine, atteignant son plus bas niveau depuis 2019. Cela découle de l'incapacité de la Russie à arrêter les frappes ukrainiennes sur les raffineries. Les paiements compensatoires ne fonctionnent plus, car les raffineries manquent toujours d'essence à vendre. Les prix montent toujours à cause des problèmes d'approvisionnement, qui seraient moindres si la Russie n'était pas aussi débordée en défense aérienne. Encore une fois, envoyer des systèmes de défense aérienne au Venezuela, à un moment où le contrat social, comme le mentionne Spaniel, a été rompu, pourrait suffire à pousser ce que Poutine considère comme une population russe contrôlée au-delà de la limite. Aucune garantie n'existe. Les autorités russes répriment fréquemment les manifestations, parfois violemment et par des peines de prison. Cependant, Spaniel compare la mobilisation partielle de la Russie en 2022 pour l'Ukraine, soulignant que Poutine pourrait sous-estimer la réaction publique à la décision d'aider le Venezuela avec des systèmes de défense aérienne, dont la Russie a pourtant besoin. Aucune mobilisation officielle n'a eu lieu depuis 2022. Le nouveau centre de stratégie eurasiatique affirme une mobilisation, mais le Kremlin parvient à cette mobilisation en offrant d'énormes contrats à ses soldats. Quand l'argent manquera, le spectre de la mobilisation, qui a tant fâché les Russes en 2022, devra réapparaître. Cela provoquerait un retour de bâton. La comparaison de Spaniel suggère qu'une réaction similaire pourrait débuter si la Russie ne résout pas sa crise du carburant. Envoyer le seul type d'arme capable de contrer les drones ukrainiens dans un autre pays ne semble pas être la solution. Les problèmes de carburant russe touchent aussi ces soldats en Ukraine. Il manque d'essence, de diesel et de carburant d'aviation pour leurs assauts, ce qui leur est fatal. C'est peut-être pour cela que certains généraux russes réclament la tête de Poutine, selon un article d'octobre du National Security Journal. Beaucoup de généraux en service actif et de hauts responsables russes se retrouvent en conflit avec Poutine à cause des conséquences de ces terribles décisions militaires. L'une de leurs préoccupations est que Poutine s'accroche obstinément au même ensemble d'exigences maximalistes qu'il avait depuis le premier jour de la guerre. Le journal note que l'absence de reconnaissance des erreurs ou d'adaptation de stratégie face aux nouvelles réalités du champ de bataille les inquiète. Malgré les pertes élevées et d'autres pertes stupéfiantes, les objectifs fondamentaux de Poutine restent inchangés. Envoyer des défenses aériennes au Venezuela, pourtant nécessaire, n'est qu'une nouvelle erreur de Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine. Peut-être qu'une combinaison de généraux en colère et d'une population russe furieuse à cause d'un contrat social brisé pourrait être la récompense que le Kremlin récolte pour sa décision. Enfin, voici la troisième raison pour laquelle armer le Venezuela est une décision si stupide de Poutine. Cela va sûrement énerver Trump. Spaniel estime que Poutine a franchi cette étape car il pense que les actions des États-Unis au Venezuela ne sont pas un simple bluff. Le Kremlin ne croit sans doute pas à une guerre, précise Spaniel, mais Poutine craint que les États-Unis menacent un allié. Poutine cherche à renforcer le Venezuela avec ce transfert de systèmes de défense aérienne en vue de futures négociations. Dans la négociation en situation de crise, les accords conclus pour éviter la guerre doivent être proportionnels à l'équilibre des forces, explique Spaniel. Donc, plus le Venezuela a de pouvoir, mieux il s'en sortira, que ce soit dans le cadre d'un règlement négocié ou en ce qui concerne l'issue attendue d'une guerre.
Les armes, donc, sont aussi utiles pour obtenir une paix coercitive que pour faire la guerre, conclut Spaniel. En somme, Poutine tente de contrer Trump en exploitant l'influence américaine. Pour un homme qui se dit expert en négociation, l'intervention d'une tierce partie dans ses efforts militaires risque de mal passer. Trump est déjà très frustré par Poutine. Des mois d'efforts pour la paix en Ukraine ont montré que Poutine a dupé Trump à plusieurs reprises. Le dirigeant russe dira à Trump vouloir la paix, mais continuera à bombarder l'Ukraine sans chercher vraiment la paix. Trump a récemment exprimé publiquement sa frustration envers Poutine. Le 22 octobre, Trump a annulé sa rencontre avec Poutine à Budapest, déclarant « Je ne veux pas d'une réunion inutile. Je ne veux pas perdre mon temps. Nous verrons. » Trump ne croyait pas que Poutine prendrait quoi que ce soit au sérieux, a-t-il déclaré lors de cette réunion. Pourquoi s'embêter à la tenir ? Cette manifestation extérieure de frustration annonçait une décision que Trump avait menacé de prendre depuis des mois. Le lendemain de l'annulation de la réunion de Budapest, Politico a annoncé que Trump avait imposé de nouvelles sanctions contre les géants pétroliers russes, Rosneft et Lukoil. La Russie a été stupéfaite par cette décision aux lourdes conséquences financières. Il semble désormais que Trump ait rompu avec Poutine, menant à une relation plus conflictuelle entre eux qu'à tout autre moment depuis le début du second mandat de Trump. Que la Russie livre des armes au Venezuela ne va pas améliorer cette relation, surtout avec Trump déjà en colère contre Poutine. La Russie poursuivra une guerre d'usure, ayant déjà causé plus de 115 millions de morts, ou blessés parmi ses soldats, et détruisant son industrie énergétique. Après tout, Trump ne va pas se soumettre aux exigences maximalistes de Poutine pour la paix, alors que la Russie aide activement un pays que les États-Unis ont désigné comme ennemi. Poutine a besoin de Trump pour obtenir ce qu'il veut de l'Ukraine, sans que la Russie paie un prix humain encore plus lourd que déjà. Avant 2022, l'Ukraine n'aurait pas été l'un des premiers pays auxquels on pensait en parlant des grandes puissances militaires. Aujourd'hui, elle est reconnue mondialement pour son armée exceptionnelle, son équipement militaire innovant et son industrie de défense en développement. Personne ne l'avait vu venir, pas même l'OTAN. L'Alliance a tout simplement été stupéfaite par la progression fulgurante de l'Ukraine et l'ascension de Kiev dans les classements militaires. Ce n'est pas encore terminé. Chaque jour qui passe, elle devient plus forte, repousse de nouvelles limites, établit de nouveaux records et prouve qu'elle est l'une des forces militaires les plus dynamiques, adaptables et innovantes que le monde ait jamais connues. L'évolution militaire de l'Ukraine est particulièrement visible dans la guerre par drone. De nombreux pays, même parmi les grandes superpuissances militaires, apprennent encore à maîtriser la construction, le déploiement et l'utilisation des drones sur le champ de bataille. Pour les missions de reconnaissance et de frappe, l'Ukraine les surpasse largement. En moins de 4 ans depuis le début de la guerre, elle est passée du statut de novice en drone à celui de maître, donnant l'exemple à d'autres nations à travers le monde. Et, même en surpassant la Russie, lorsqu'il s'agit de l'utilisation habile et stratégique de véhicules aériens et maritimes sans pilote pour infliger des dégâts à son adversaire. Comment a-t-elle réussi tout cela ? Eh bien, la réponse simple est qu'elle n'avait pas le choix. Alors que la guerre est progressivement passée d'un conflit plus conventionnel, impliquant des chars, des tranchées et des brigades mécanisées, à un conflit beaucoup plus dominé par les bombardements aériens. Essaims de drones, salves de missiles, l'Ukraine a dû vite apprendre et s'adapter pour survivre. La Russie a d'abord envoyé des dizaines, puis des centaines de drones chaque nuit, visant infrastructures militaires et civiles avec une intensité implacable. Même certaines des armées les plus puissantes de la planète auraient eu du mal à repousser de telles attaques massives. D'autant plus que beaucoup n'ont que peu, voire aucune expérience de combat avec ou contre des drones nombreux. Sur le papier, l'Ukraine aussi aurait pu s'effondrer sous la pression. Mais cela n'a pas été le cas. Comme à tant d'autres occasions au cours de cette guerre, ses forces sont puisées au plus profond d'elles-mêmes et ont défié les probabilités. Face à la menace de perdre ses territoires au profit des Russes, et voyant d'innombrables innocents tués en chemin, le pays a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il s'est adapté. Il a observé la Russie et tenté de faire mieux, avec des dizaines d'entreprises de défense en Ukraine qui s'efforçaient d'améliorer les drones du pays. Certaines se concentraient sur la modification de quadricoptères rudimentaires pour des missions de reconnaissance et d'assaut. D'autres ont créé des drones entièrement neufs. Certains ont même tenté de convertir des avions ultra-légers commerciaux en bombardiers kamikazes sans pilote. Petit à petit, leurs efforts se sont accumulés jusqu'à aujourd'hui, où l'Ukraine est désormais considérée comme le numéro 1 en matière de production et d'innovation de drones.
Elle a non seulement réussi à produire certains des drones les plus efficaces, performants et avancés actuellement en service, mais elle a aussi mis ces drones à l'épreuve, en les utilisant pour de nombreuses attaques dévastatrices contre les forces russes en Ukraine occupée et même en Russie. Destruction totale, aérodromes, usines militaires, raffineries et dépôts de carburant. En grande partie, la maîtrise exceptionnelle des drones par l'Ukraine permet à la guerre de se poursuivre, Kyiv ayant pu éviter la capitulation grâce à ses essaims stratégiques et à ses excellents opérateurs. En renforçant ses lignes et en repoussant les Russes, les drones pourraient être le facteur X qui permettra à l'Ukraine de gagner la guerre. Pour que cela se produise, il va en falloir beaucoup. Heureusement, cela ne devrait pas poser de problème. Un rapport récent de Bloomberg a révélé la statistique stupéfiante selon laquelle l'Ukraine produit actuellement environ 4 millions de véhicules aériens sans pilote chaque année. Cela inclut tout, des drones vus à la première personne, relativement bon marché et simple, que les pilotes utilisent à l'aide de caméras embarquées, jusqu'aux drones d'attaque à longue portée beaucoup plus avancés et performants. Le genre que Kyiv envoie souvent derrière les lignes ennemies pour saboter des pipelines et incendier des usines d'armement russes. Pour comprendre à quel point ce chiffre de 4 millions est important, voici une comparaison directe. Les États-Unis, qui sont selon presque tous les critères la force militaire la plus puissante et la plus avancée au monde, ne produisent que 10 000 drones par an. Donc, pour chaque drone américain qui sort des chaînes de production, l'Ukraine en fabrique 40. La quantité n'est pas l'unique aspect impressionnant de l'industrie de défense ukrainienne. Comme le note l'analyste de RAND, Mikhail Burnut, Kiev dispose également d'une large gamme de types de drones. Ce n'est pas seulement la quantité de drones, c'est aussi la variété, probablement plus que tous les pays de l'OTAN réunis à l'heure actuelle. En effet, l'armée russe se concentre sur les drones Shahed, d'origine iranienne, mais désormais produits en masse en Russie. L'Ukraine a opté pour une armée de drones plus dynamique et diversifiée afin de surprendre continuellement son ennemi. Au début du conflit, par exemple, nous avons vu les forces armées ukrainiennes tirer parti des drones Mugin 5 ou Sky I-5000 fabriqués en Chine, qui ont été utilisés lors des attaques de août 2022 contre la base de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée. Des rapports évoquent aussi l'utilisation par l'Ukraine du UJ-22 Airborne, un drone monomoteur pouvant transporter une ogive interne ou larguer plusieurs bombes, affichant une portée allant jusqu'à 800 km, soit 500 miles, ainsi que le Morok, qui peut parcourir des distances allant jusqu'à 300 km, soit 186 miles, transportant une ogive d'environ 30 kg, 66 livres. Les forces ukrainiennes ont aussi utilisé des appareils comme le UJ-25 Skyline à réaction et le UJ-26 Castor, longue portée, employés lors d'attaques contre Moscou et d'autres régions russes. Et l'AEQ 400 Faux qui a commencé comme un simple programme de bénévolat mais qui est depuis passé à la production en série et a été intégré au service des forces armées du pays. Il existe de nombreux autres types de drones, certains grands ou petits, conçus pour la surveillance, la collecte de renseignements, ou encore pour larguer des bombes et mener des attaques kamikazes contre chars, fortifications et troupes. Chacun est différent. Certains se sont montrés plus efficaces que d'autres. Certains ont été testés, utilisés brièvement, puis retirés quand leur utilité a diminué. Tandis que d'autres sont devenus des piliers de l'arsenal aérien de Kyiv, utilisés jour après jour pour des attaques le long des lignes de front et au-delà. L'Ukraine a même impressionné le monde en faisant passer les drones de l'air à l'eau, en produisant des modèles comme le Magura, des véhicules de surface sans pilote polyvalent, capables de tout faire, de la reconnaissance et la surveillance aux patrouilles, missions de recherche et de sauvetage, sécurité maritime, opérations de déminage et missions de combat également. Le Magura s'est illustré lors d'un événement marquant de la guerre, devenant le premier drone maritime à abattre un avion ennemi. Envoyant l'un des chasseurs Su-30 russes à 50 millions de dollars s'écraser après une frappe directe de missiles, la gamme variée de drones de l'Ukraine offre toutes sortes de capacités offensives. Elle peut utiliser de petits drones moins coûteux en grande quantité dans des zones dangereuses le long des lignes de front, par exemple, en sachant que certains seront détruits, mais que d'autres pourraient réussir à franchir les défenses ennemies pour frapper des cibles de grande valeur.
Elle peut utiliser ses drones maritimes en mer Noire et sur d'autres plans d'eau pour tenir à distance les navires de guerre et les frégates russes, ou attaquer ses ports, ou encore déployer ses drones longue portée plus dangereux et explosifs pour endommager les cibles les plus grandes et les mieux protégées, à des centaines de kilomètres des frontières ukrainiennes. Un autre grand avantage pour l'Ukraine est d'avoir créé autant de drones et d'en produire désormais en grande quantité. Cela ouvre de nombreuses opportunités commerciales pour le nombre croissant d'entreprises de défense du pays. En effet, de nombreux pays de l'OTAN à travers l'Europe et d'autres pays dans le monde manifestent déjà un intérêt actif à collaborer avec certaines de ces entreprises ukrainiennes. Ils investissent dans leurs produits ou s'associent pour ouvrir d'autres centres de recherche, développement et production sur leur territoire. Des pionniers ukrainiens des drones, comme Oleksandr Krakov, mène cette nouvelle phase audacieuse du développement militaire du pays. Krakov, né en Ukraine, a été envoyé enfant de Kiev en Sibérie, son père redoutant les effets de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Aujourd'hui âgé de 47 ans, Krakov, qui a étudié l'ingénierie plus tôt dans sa vie, possède et dirige sa propre entreprise ukrainienne de drones, appelée TSIR. Il fut parmi les premiers entrepreneurs ukrainiens de drones à chercher des partenariats avec l'OTAN, servant d'exemple aux autres. Il partage la technologie avec des partenaires européens pour renforcer la défense du continent et lever des fonds essentiels pour les forces de Kiev. La société de Krakov est actuellement en train de mettre en place une nouvelle usine de production de drones tactiques en Finlande. Cela devrait garantir un approvisionnement continu de drones aux brigades ukrainiennes et permettre à TSIR d'accéder à des fonds et ressources occidentaux. Les drones fabriqués dans l'usine seront surtout des quadricoptères pouvant parcourir 15 km pour des missions de reconnaissance à courte portée et des frappes en première ligne. Une entreprise finlandaise, Suma Defence Public Limited Company, participe aussi à la production. Ce projet est gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. L'entreprise de défense finlandaise peut apprendre directement des meilleurs fabricants de drones mondiaux. Elle pourra utiliser cette expérience pour aider la Finlande à développer ses capacités de drones offensifs, ce qui sera essentiel si jamais ce pays, comme l'Ukraine, doit repousser une future invasion russe. La Finlande partage environ 1340 km, 830 miles de frontière avec la Russie. Il pourrait très bien s'agir de l'une des prochaines cibles du Kremlin, surtout si les rumeurs et les rapports selon lesquels Vladimir Poutine planifierait une attaque contre une ou plusieurs nations de l'OTAN sont vrais. Travailler avec l'Ukraine est donc très important pour des pays comme la Finlande. Cela approfondira leur connaissance de la guerre par drone, et les aidera à mieux se préparer à toute éventualité, y compris la possibilité que des essaims de drones russes franchissent leurs frontières et se dirigent vers leurs villes et villages. La société ukrainienne de drones, quant à elle, bénéficie également énormément de cet accord. Posséder une usine de drones sur le sol de l'OTAN est inestimable. Parce qu'à moins que le Kremlin ne veuille déclencher la Troisième Guerre mondiale, il ne peut vraiment rien faire pour empêcher TSIR de fabriquer ses drones en Finlande. Il n'est pas en mesure de lancer des essaims de Shahid ou des salves de missiles balistiques au-dessus de la frontière finlandaise. Il doit donc simplement regarder et attendre. Alors que l'usine fabrique des centaines ou milliers de drones en plus pour renforcer les rangs ukrainiens. Sachant que chacun d'eux a le potentiel de mettre fin à la vie d'un soldat russe ou de détruire un atout précieux, comme un char ou un véhicule blindé. Collaborer avec l'entreprise finlandaise aide aussi les fabricants de drones ukrainiens à créer un réseau de connexion à l'étranger et dans l'OTAN. Cela pourrait permettre d'autres partenariats avec des entreprises étrangères. Bientôt, davantage d'entreprises de défense ukrainiennes pourraient établir des bases en Scandinavie, dans les pays baltes, en Pologne et ailleurs. Suma Defence finance aussi la production et le développement des drones. Elle a même travaillé sur pas moins de 3 modèles prototypes qui seraient désormais prêts à entrer en production en série après avoir subi des tests sur le terrain, en Ukraine, selon le président directeur général de l'entreprise, Jussi Holopainen, qui a également déclaré « La plupart des entreprises veulent développer des drones en partant du concept initial. Nous prenons un train en marche et recevons des informations sur des systèmes actifs en situation de guerre réelle. Il y a un transfert de technologie et des données en temps réel. Une partie des drones produits en Finlande sera envoyée dans d'autres pays de l'OTAN, mais beaucoup iront directement en Ukraine, donnant à Kiev encore plus d'options pour porter le combat aux Russes. Ce projet n'est qu'une partie d'un plan beaucoup plus vaste, appelé Flywell, composé d'un consortium de fabricants ukrainiens de drones qui produisent des systèmes aériens, maritimes et terrestres,
capable de cibler des actifs russes, jusqu'à 1243 miles, soit 2000 km de leur lieu de lancement. Le consortium a l'intention de lever la somme colossale de 50 millions de dollars afin d'élargir ses capacités de production à travers l'Europe, pour financer de nouvelles innovations et technologies dans la guerre par drone, comme les drones doses alimentés à l'hydrogène, qui devraient être capables de voler beaucoup plus longtemps que les modèles fonctionnant sur batterie. Les entreprises Flywell produisent aussi chaque année des centaines de milliers de drones, et elles diffèrent beaucoup de leurs homologues européens, qui produisent moins de systèmes, mais à un coût bien supérieur. Cela serait tout simplement impossible dans le type de guerre menée par l'Ukraine. Il est bien plus efficace, dans l'ensemble, d'avoir des drones relativement abordables et faciles à produire en grande quantité, plutôt que des drones qui coûtent énormément à fabriquer, et qui, par conséquent, ne pourraient pas être déployés en essaims importants. En somme, une grande partie de l'Europe doit encore apprendre sur la guerre des drones, dont l'Ukraine est la principale source de connaissances. Elle doit résister régulièrement aux frappes de drones russes, qui peuvent parfois impliquer jusqu'à, voire plus de 800 drones franchissant les frontières du pays en une seule nuit. D'une manière ou d'une autre, grâce à son complexe de défense aérienne extraordinaire, l'Ukraine parvient à abattre environ 80% de ces drones de façon régulière. De nombreux pays en Europe, même ceux qui font de leur mieux pour moderniser leurs armées et se préparer à une éventuelle guerre avec la Russie, auraient du mal à atteindre un taux de réussite aussi élevé pour le moment. En effet, lorsqu'environ 20 drones ont franchi la frontière polonaise en septembre, le monde a pu constater de première main à quel point les nations de l'OTAN étaient mal préparées à y faire face. L'armée de l'air polonaise et d'autres membres de l'OTAN ont envoyé des chasseurs pour abattre les drones, mais seuls 4 ont été détruits. Un chasseur a aussi accidentellement tiré un missile sur un immeuble résidentiel voisin, endommageant le toit, heureusement sans victime. C'était une réponse chaotique et relativement maigre face à ce qui n'était qu'un très petit essaim russe comparé à ceux qui entrent en Ukraine chaque nuit. Cela a inquiété de nombreux Ukrainiens et Européens pour l'avenir du continent. Grakov affirme qu'abattre 4 drones en une nuit serait un faible résultat pour une seule équipe de défense aérienne ukrainienne. Krakow a également estimé que les nations de l'OTAN ont probablement dépensé plus en carburant pour leurs avions, en réponse aux drones que la Russie n'en a dépensé pour les fabriquer. Il craint que les pays européens ne s'adaptent pas assez vite ni n'apprennent vraiment les leçons de l'Ukraine. Même en Ukraine, les drones sont aujourd'hui la principale cause de morts et de blessures parmi les civils, et ces chiffres ont malheureusement augmenté tout au long de 2025, alors que les essaims russes grandissent et que les attaques s'intensifient. Si d'autres pays faisaient la face à ces essaims et frappes, Grakov et d'autres redoutent la rapidité de la dégradation de la situation et l'ampleur des pertes humaines. De nombreux pays de l'OTAN ont montré leur volonté d'apprendre de l'Ukraine et de collaborer avec ces entrepreneurs de la défense. Le Royaume-Uni a récemment annoncé une collaboration avec l'Ukraine pour produire ensemble des drones intercepteurs. Cela aidera les forces ukrainiennes à lutter contre les vastes essaims de shahids russes qui franchissent leurs frontières et pénètrent sur leur territoire chaque nuit. Le projet, nommé Octopus, est actuellement en phase de négociation, mais devrait être mis en œuvre à un moment donné, dans les mois à venir, selon le ministre britannique d'État à la Défense, à la Préparation et à l'Industrie, Luc Ponnard, qui l'a déclaré à Bloomberg. Très prochainement, nous produirons environ 2000 drones par mois, en les envoyant délibérément tous en Ukraine, afin qu'ils puissent être utilisés pour intercepter les drones russes. Le ministre a précisé que la production de drones débutera au Royaume-Uni, mais pourrait être déplacée ailleurs si besoin. Pour répondre aux besoins de l'Ukraine sur le champ de bataille, le Royaume-Uni se distingue en recherche, développement et fabrication avancée. Nous pouvons donc apporter quelque chose que nos amis ukrainiens n'ont pas à cet égard. Nous devons être rapides, et nous devons être les premiers. Plusieurs autres nations à travers l'Europe sont déjà en train de négocier des accords, ou travaillent déjà côte à côte avec les fabricants de drones ukrainiens. La Slovaquie, par exemple, s'est officiellement associée au FA1, au fabricant ukrainien de drones de surveillance légers Skyton en 2024. Skyton, qui produit le drone Reber, capable de parcourir l'incroyable distance de 1553 miles, soit 2500 km, et de voler jusqu'à 28 heures. Au total, ils ont réussi à collecter plus de 10 millions d'euros, 116 millions de dollars de fonds étrangers pour bâtir son usine en Slovaquie. À l'origine,
Ils ont ouvert une installation internationale, craignant que leurs usines ukrainiennes soient nombre des cibles prioritaires pour la Russie, selon Oleksandr Stapura. L'entreprise a aussi annoncé des partenariats avec le Royaume-Uni et le Danemark. Stapura admet que travailler en Europe présente des avantages et des inconvénients. Produire en Europe offre à Skyton l'accès aux marchés mondiaux et de l'OTAN, mais implique des coûts et des réglementations plus élevées. Les ingénieurs ukrainiens mettent en œuvre les améliorations plus rapidement que leurs homologues européens, car ils travaillent plus près des utilisateurs finaux. Firepoint est une autre entreprise de défense ukrainienne, soutenue par l'intérêt et les investissements européens. Le Danemark a réservé 500 millions de couronnes, soit 77 millions de dollars, pour aider l'entreprise, qui est la marque derrière le nouveau missile longue portée Flamingo, à s'implanter sur le sol danois. Comme Skyton, Firepoint pense qu'installer une usine sur le sol de l'OTAN protégera ses activités des attaques russes. Toute la production sera envoyée en Ukraine pour soutenir l'effort de guerre. Et il y a des centaines d'autres entreprises de drones qui pourraient bénéficier de ce type de soutien dans les semaines et les mois à venir. Comme le note le vice-premier ministre ukrainien, Mikhailo Fedorov, en 2022, l'Ukraine comptait 10 fabricants de drones. Aujourd'hui, il y en a 500. Lorsque la guerre prendra enfin fin, ces centaines d'entreprises recevront probablement des offres, des accords et des propositions quasi infinies d'autres entreprises du monde entier, souhaitant investir dans leurs produits et apprendre de leur expérience. Sans aucun doute, cela apportera un grand coup de pouce à l'économie ukrainienne d'après-guerre. En attendant, ils continueront à faire ce qu'ils font de mieux. Produire les nombreux véhicules aériens sans pilote variés qui aident l'Ukraine à gagner cette guerre. Découvrez la puissance impressionnante des drones ukrainiens dans cette vidéo, qui montre comment l'une des récentes frappes en profondeur de Kiev a encore plus paralysé l'industrie pétrolière du Kremlin. Ou pour découvrir un autre aspect des capacités offensives de l'Ukraine. Regardez cette vidéo, qui montre comment les forces de Kiev utilisent des systèmes de guerre électroniques avancés pour neutraliser les missiles russes, sans même avoir besoin de tirer un seul coup. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières grandes actualités du monde militaire.